Merci de m'accueillir dans ce lieu qui a été rebaptisé, mais que j'ai fréquenté quand j'étais jeune, les anciens locaux de l'IRTS, et puis de retrouver plein de gens que j'ai connus par ailleurs et ici sur ces questions. Premier réflexe au passage, je pense que comme vous, enfin moi c'était ma réflexion cette nuit, des scrupules à aborder les questions qu'on va aborder, les droits des enfants, quand on voit les bombes qui tombent sur des gosses aujourd'hui en Ukraine. Donc on va avoir un débat de riches. Tout le monde n'a pas ce débat-là. En tout cas, moi, ça me met mal à l'aise. Je pense que vous aussi. Enfin, il faut faire avec. Le cirque doit continuer, en espérant bien sûr qu'on pourra abattre rapidement l'auteur des faits. Ça, c'est un juge qui parle. Donc, je vais essayer de répondre à la question que vous m'avez posée, pas vous, mais qui a été posée, et qui prolonge vos interrogations de ce matin. Bon, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qui serait souhaitable qu'il puisse se passer dans les temps qui viennent. Alors, je vous ai tout à l'heure amicalement interrompu quand vous vouliez me présenter en disant que je le ferai moi-même, non pas que je le ferai mieux, mais que je le ferai moi-même, parce que je le fais toujours, non pas pour, j'allais dire, préparer ma nécrologie, encore que ça se rapproche, mais il faut toujours dire quand on monte à une table de bridge quelle technique on utilise. Donc, il faut toujours dire d'où on parle pour être décrypté. N'importe qui pourrait traiter le sujet qu'on va traiter, que je vais vous traiter. Moi, je le traite sous un certain angle, c'est l'angle d'un magistrat. J'ai toujours été magistrat, juge pour enfants, je n'ai fait que ça simplifiera l'épitaphe pour ma femme. Il n'aura été que juge des enfants, ça coûtera moins cher. Ah oui, les juifs font toujours l'économie. Donc, ça, je peux me permettre de le dire, d'autres ne peuvent pas le faire. Donc, je suis magistrat honoraire, c'est-à-dire que j'ai été considéré comme trop vieux, parce que j'étais un peu flagada, paraît-il, pour exercer mes fonctions. Donc, j'ai été viré, on m'a demandé d'exercer mes droits. Bon, je n'ai rien demandé à personne, je me bats pour les droits des autres, pas pour les miens, mais enfin, bon, bref, j'ai été viré de la magistrature. Comme j'avais d'autres activités, je les ai poursuivies, je les ai accentuées, notamment président d'associations de terrain, avec 480 travailleurs sociaux dans 5 départements ou 6 départements de la région parisienne qui sont investis sur le champ de la protection de l'enfance. Je préside la commission enfance, famille, justice, pardon, enfance, famille, jeunesse, excusez-moi du lapsus, au sein de l'UNIOPS, que vous connaissez les uns et les autres, ce qui me permet d'être membre du bureau du Conseil national de la protection de l'enfance. Comme je m'ennuie, je suis enseignant en Master 2, droit pénal des mineurs à Nanterre, et comme je m'ennuie beaucoup et que personne ne veut de moi en France, comme tous les bons produits, je suis parti à l'exportation. Donc, je travaille pour l'UNICEF en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Bah oui, si j'étais vraiment... Enfin, c'est bien parce que je suis très bon qu'on m'envoie à l'étranger et qu'on ne me demande rien ici. Voilà. Sinon, un rapport, mais qui a été enterré, peut-être parce qu'il était trop bon, que nous avons fait avec Dominique Youf, qui malheureusement est décédé depuis, sur faut-il reconnaître de nouveaux droits aux enfants. C'était la question qui nous était posée. On répondait oui, dans notre intérêt d'adulte. Vous avez compris tout de suite ce que je veux dire par là. Alors, pourquoi j'ai fait cette présentation? Non pas pour dire que j'ai beaucoup d'activités, que je suis multicasquette, mais pour dire que j'ai eu la chance, c'est la chance d'un itinéraire, c'est comme ça. Ceux qui vont me suivre auront leur chance à eux. Moi, j'ai eu cette chance de toujours être sur le droit pratique. Un magistrat, c'est quelqu'un qui est un praticien du droit. C'est même le seul haut fonctionnaire avec le commissaire de police qui est au contact direct de la population, dont il a à connaître, d'avoir fait la loi, appliqué la loi, de l'avoir contesté, de l'avoir fait progresser. Je racontais à midi à Guy Lecalonnec la jurisprudence que nous avions eue avec Denis Barthélémy sur le droit des jeunes filles d'interrompre leur grossesse quand la loi était silencieuse. C'est devenu la loi de 2001, complétée par la loi de 2007, le mandat donné à l'administration sociale. Donc, j'ai eu la chance d'appliquer la loi, de la critiquer, de la faire progresser, de la faire. J'ai fait les lois quand j'étais membre de cabinet, j'ai fait la loi de 2007 aussi, et j'ai participé à la loi de 2016 aussi, et de l'avoir popularisée. Voilà. Avantage d'avoir un point de vue à 180 degrés. Alors, bien entendu, vous avez compris tout de suite que c'est un 180 degrés pas du tout objectif. Enfin, moi, je préfère dire que je ne suis pas objectif quand tous les autres me disent qu'ils le sont. Donc, au moins, je ne suis pas menteur. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc, et dernière chose, vous comprenez tout à l'heure, il s'avère que j'ai contribué à créer en France la section française du mouvement défense international des enfants, qui a rédigé la Convention internationale sur les droits des enfants, et pour ne pas le rater, je vais dire tout de suite, va se créer ici en Ille-et-Vilaine une section qui sera animée par Guy Lecalonnec et par Evelyne Lusso, qui va essayer de décliner dans la région
la surveillance, entre guillemets, le monitoring aussi, on pourrait dire en anglais, de l'application de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Alors, pour entrer maintenant dans le vif du sujet, vers quoi doit-on aller? Ça suppose de partir du constat, là où on en est. Donc, là où on en est, pour le faire très simple et prolonger ce qui vous a été dit ce matin de manière brillante, d'après ce que j'ai compris, mais j'en doutais pas parce que je savais qui intervenait, le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation des enfants de France n'est pas globalement contestable. Le sort fait aux enfants est plutôt positif. N'empêche qu'on a des points noirs, on en aura toujours. C'est la tension permanente entre les droits formels, les droits réels, ce qu'on affiche, liberté, égalité, fraternité, laïcité, puis la réalité. Il y a toujours un hiatus entre nos utopies et la réalité. Dans le champ qui est le nôtre, le fossé, on peut prendre trois illustrations, elles sont évidentes. 3 millions d'enfants pauvres qui sont sous le seuil de pauvreté. Nous, on pensait que c'était 1 si on appliquait le critère français, 2 si on appliquait le critère européen. Madame Buzyn, il y a quelque temps, lorsqu'elle était encore ministre sur ces questions, a reconnu au nom du gouvernement français, de la République, qu'il y avait 3 millions d'enfants qui étaient sous le seuil de pauvreté. 3 millions sur 15. C'est quand même pas banal. Bon. Bien entendu, il y a toute une série de gradations, bien sûr, dans cette pauvreté. Et on sait très bien ce que ça implique. Ce n'est pas seulement le droit de bouffer, c'est le droit d'être logé, c'est le droit à la culture, c'est le droit à communiquer. Enfin bref, d'entrée de jeu, certains partent avec un handicap qui est majeur. À l'autre bout du spectre, nous sommes en train de découvrir collectivement, parce qu'un certain nombre d'entre nous, bien sûr, notamment vous, on l'était depuis un certain temps, on était quand même au clair, on est en train de découvrir les violences sexuelles faites aux enfants au sein de la famille. Quand on entend dire, par exemple, que chiffre de l'INSERM, oui, qu'il y a 5,5 millions de personnes majeures qui disent avoir été victimes de violences sexuelles quand elles étaient mineures, même si ce n'est pas 5, allez, je vous le fais à 4,5, vous le faites à 4,6, vous le faites même à 3. C'est déjà aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer l'importance quantitative du phénomène violence sexuelle au sein de la famille. Personne. Et j'en sais quelque chose. J'ai rédigé les circulaires sur l'enfance maltraitée en 1983 et nous avons refusé volontairement d'aborder cette question, non pas que nous niions qu'elle puisse exister, mais parce que nous ne savions pas ce que nous pouvions proposer. A fortiori, je peux attester que nous n'avions pas pris conscience de l'ampleur de ce qu'était. On va voir les travaux, et ce sur quoi va déboucher les travaux de la Civise qui vient d'être mise en place il y a 1 an et demi par le gouvernement. Entre-temps, j'ai participé de la commission animée par Jean-Marc Sauvé, dont vous avez tous entendu parler, sur les violences sexuelles dans l'Église. Le moins qu'on puisse dire, on ne va pas chipoter sur le chiffre, 180 000, 220 000, 230 000, peu importe, ça n'a strictement aucun intérêt, mais on sait que petit 1, le phénomène a existé, des enfants étaient victimes d'une institution de protection, et deuxièmement, d'une manière quantitative importante, et surtout, c'est ce que nous sommes en train de prendre conscience, ce dont nous sommes en train de prendre conscience aujourd'hui, c'est l'impact sur la vie de ces violences qui ont pu être supportées par des jeunes personnes. Je dis ça pour les plus anciens, parce que je vais vous dire, c'est pour les plus anciens, mais souvenez-vous, moi je m'en souviens encore, d'Yvette Roudy en 81, lorsqu'elle revenait des commissariats, elle parlait des violences sexuelles, des viols supportés par des femmes aux policiers, et les policiers qu'elle avait en face d'elle, c'est elle qui nous le restituait, disaient « Oh, d'abord, elle est provocatrice, cette femme, si elle n'avait pas mis de mini-jupe, elle n'aurait pas eu de problème, ça c'est classique, mais une bonne douche et ça va passer. » À l'époque, 81. Donc, 81, on est encore dans l'idée que le fait pour une femme, a fortiori pour un enfant, de supporter une violence sexuelle, c'était quelque chose qui était un mauvais moment, quoi. Un mauvais moment à passer. Non, maintenant, on sait. Quand j'ai vu, moi, au sein de la... Enfin, je dis moi, mais sur les autres, pareil, mes petits camarades. Mais lorsqu'on a vu des hommes, j'ai encore dans la rétine, ce type de 70 ans qui rentrent dans notre cabinet, qui a mon âge, qui rentre dans le cabinet où nous devions l'entendre avec un autre magistrat, qui arrive fringant, etc., avec son sac sur le dos et qui, au bout d'une 3/4 d'heure, 1 heure, est en larmes dans notre bureau à l'évocation de ce qu'il a supporté, qui, de mon point de vue, n'est pas le pire de ce qu'il aurait pu supporter, mais bon, tout ça est relatif. La violence, la maltraitance sont des choses relatives. Pour lui, c'était quelque chose d'énorme. Et 60 ans plus tard, il était encore en larmes, ce type, quoi qu'ayant, nous disait-il, je veux bien le croire, réussi sa vie professionnelle et sa vie familiale, ce qui n'est pas le cas de tous, si vous le voulez. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, certes, globalement, dans ce pays, on n'a pas à rougir du sort qu'on fait aux enfants, il n'empêche qu'on a des points d'interrogation, des points d'inquiétude
aujourd'hui qui existent et peut-être demain qui vont monter de mon point de vue. Je vais essayer de vous le décliner tout à l'heure sur une des pistes que j'ai en tête. Il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. Alors oui, on a un droit qui est relativement, j'allais dire, correct, que nous améliorons régulièrement. Tiens, encore hier, on a pris une disposition qui non pas est révolutionnaire, elle a été mise en place en 83. Peu de gens le savent, mais peu importe. Elle est mieux déclinée aujourd'hui, qui veut que désormais, systématiquement, les personnes qui sont créancières d'une pension alimentaire pour elles et pour leurs enfants vont pouvoir désormais, j'allais dire, grâce à la caisse d'allocation familiale, pouvoir percevoir cet argent. Ça a l'air de rien, mais c'est l'objectivisation d'une situation avant qui subjectivement était tensionnelle, puisque vous savez comme moi que les hommes et les femmes prennent leurs enfants en otage, le fric en otage, pour mille et une raisons. Bon, pas toujours, mais trop souvent. Là, on met en place un dispositif qui améliore. Si je remonte légèrement, il y a 15 jours, on a voté une loi qui est une mauvaise loi, on a quand même voté une loi sur l'adoption. 15 jours plus tôt, on a publié une loi sur la protection de l'enfance, qui est la énième loi qu'on fait, mais il n'empêche que, qui n'est pas une grande loi, au sens un énorme pan, mais qui est intéressante, qui est passionnante. Je vais essayer de vous le restituer aussi. Et si je remonte, parce que je suis en train de faire, de remonter, j'allais dire, dans le temps et rentrer en application, ce serait intéressant que vous me disiez, monsieur le juge, comment les choses se présentent sur le terrain, le code de justice pénale des mineurs, qui, j'allais dire, est censé mieux garantir le suivi éducatif des enfants. Ceci dit, comme je disais à Mme Belloubet qui m'invitait à déjeuner pendant qu'elle prenait, petit déjeuner, pendant qu'elle prenait son croissant et son café, je lui dis, Madame, quelle est la différence entre une mesure, une liberté surveillée préjudicielle aujourd'hui qui n'est pas exécutée, et demain, une mesure judiciaire éducative avec module placement ou module éducatif, au passage, quel est le technocrate qui a inventé cette connerie de titre, mesure judiciaire éducative avec module, gamins, ils vont dire, monsieur le juge, vous ne pourriez pas traduire, qui n'est pas exécutée. C'est ni l'une ni l'autre ne sera exécutée. La question n'est pas de changer la loi, mais la question est de réunir les moyens pour appliquer la loi. Je serais curieux de savoir, demain, combien de temps les procureurs de la République vont réserver aux gamins pour les mettre en examen, entre guillemets, c'est-à-dire pour leur reprocher des charges, pour les entendre, simplement pour leur faire comprendre où ils sont. Combien j'ai vu de gamins sortir de la souricière à qui je disais, est-ce que tu sais où tu es? Il dit, je suis au commissariat. Non, tu n'es pas au commissariat. Je suis dans le bureau du procureur. Est-ce que j'ai une tête de procureur? Non, je ne disais pas ça, bien sûr. Mais les gamins, sachant pas où ils sont, comment pouvez-vous défendre vos droits quand vous ne savez pas où vous entrez? Et quand je disais aux gamins, est-ce que tu sais ce que tu risques? Il me dit, une engueulade. Tu sais, un truc fermé, ça. À la prison, 15 jours. Pour arriver à vol 3 ans, vol en réunion 5 ans, vol, réunion violent 7 ans, commis dans la cour d'une école 10 ans, le gamin, il était éberlué, les parents étaient sous le truc. En d'autres termes, combien de temps le procureur de la République demain va pouvoir consacrer à la notification des charges, à faire en sorte que le gosse comprenne là où il en est, à évaluer sa situation, parce qu'il a fait seulement, mais les mesures éducatives, enfin, qui seraient nécessaires au regard de la carence ou pas de la carence familiale. Tout acte de délinquant, j'ai été délinquant, 80% d'entre vous ont été délinquants quand vous étiez jeune, mais vos parents vous ont repris en main. Ce qui nous intéresse, c'est les 20% différents. Bon, il faut que le procureur immédiatement repère ça. Est-ce qu'il va recevoir les éducateurs? Je pense qu'il y a des éducateurs dans la salle. C'est intéressant de savoir est-ce que les éducateurs ont déposé un rapport ou est-ce qu'ils vont être présents physiquement. Tout ça, ça prend une demi-heure, 1 heure. Enfin, 3/4 d'heure. Au bas mot, 3/4 d'heure. S'il y a mandat de dépôt requis, c'est 1h15. Voilà. Les vrais pros le savent. Donc, est-ce que les moyens vont être dégagés? Alors, pourquoi je suis parti là? Pour vous dire qu'on a un droit qui est relativement bien charpenté, qui bien évidemment, alors, on a un siècle et demi derrière nous, donc on a eu le temps, comme dit l'autre, de le mettre en place. On peut l'améliorer et régulièrement l'améliorer. Globalement, il est en conformité avec la Convention internationale sur le droit de l'enfant, dont vous savez qu'elle a valeur constitutionnelle. Donc, elle l'emporte sur toutes les lois de la République. Et elle peut être invoquée, maintenant la Cour de cassation est venue sur cette base, elle peut être invoquée disposition par disposition devant les juridictions. Et grosso modo, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU nous dit « vous pouvez mieux faire ». Enfin, c'est quand... bien entendu, il nous épingle, puisqu'on est quand même membre du Conseil de sécurité. Si on n'épingle pas celui qui est membre du Conseil de sécurité, qu'est-ce qu'on va dire à la base Papouasie? Donc, on est bien évidemment, ils viennent nous chipoter et nous chercher des lois. Mais comme disait
Ils s'en étonnaient. C'est pas pourquoi ça me vient à l'esprit, peut-être la Russie. Mais le délégué russe nous avait cassé les pieds dans les années 90 parce qu'il était choqué qu'en France, une jeune fille de 15 ans puisse se marier. Et non, les représentants français qui étaient là-bas étaient revenus. Ismaël, c'est russe, 15 ans. Depuis, on a changé la loi. On ne peut plus se marier avant 18 ans. Donc, tout ça pour dire qu'on a des textes qui sont relativement bons, on peut les améliorer, on les améliore encore régulièrement, on vient de le faire. J'ai dessoudé le Code de justice pénale des mineurs tout à l'heure, parce qu'il ne répond pas au vrai objet. J'essaierai d'avoir une approche critique dans quelques instants sur lui, mais quelque part aussi, il améliore notre dispositif. La question qui va nous être posée dans les temps qui viennent, c'est plus temps de faire des réformes juridiques que de réunir les moyens au service de ces réponses. C'est un discours que je ne tenais pas il y a 20 ans ou 30 ans. Nous, on se battait pour mettre à niveau le droit de l'enfance. Je prends un exemple très concret pour montrer que tout ça, ce n'est pas du baratin. Dans la patrie autoproclamée des droits de l'homme, membre du Conseil de sécurité, il a fallu attendre 2007, et je le dis parce que je revendique d'être à l'origine, avec quelques-uns, avec DEI, on est à l'origine, pour qu'il soit dit dans le droit français que tout mineur qui demande à être entendu par son juge doit l'être. Alors que c'est le b.a.-ba des droits de l'homme, enfin pardon, des droits humains, c'est le b.a.-ba. Le droit d'être entendu par son juge, le droit d'être défendu, le droit au recours. 2007, la France. Il a fallu attendre, prenons un autre exemple, il a fallu attendre 2019, et je revendique là encore, c'est parce que je suis partout, donc aucun mérite, au moins c'est la constance. Mais il a fallu 2019 pour que la France condamne les châtiments corporels aux enfants. On a été le 28e pays du Conseil de l'Europe à le faire, sous prétexte que la gifle et la fessée, ça n'a jamais fait de mal à personne. Alors que derrière, ce n'était pas la gifle ou la fessée qui était en cause, c'est les dérapages de la gifle ou la fessée, c'était le rapport à l'enfant, et c'était l'éducation sans violence. Est-ce qu'on peut éduquer son gosse sans le frapper? Est-ce qu'il a besoin de la force pour faire progresser les choses? Là encore, toute référence à l'actualité serait purement fortuite. Voilà. Donc tout ça pour dire que sur les textes, on aura peut-être encore à progresser. Je vais à un point sur lequel tout à l'heure je vais vous le développer, mais l'enjeu du moment, c'est de décliner, j'allais dire, la mise en œuvre de ces différents droits reconnus aux enfants. Et on est encore très très loin du compte. Et pour montrer d'ailleurs même, je reprends l'exemple que je prenais sur le droit d'être, pour montrer le fossé qui peut exister entre ce que souhaite le législateur et ce qui se passe en pratique, ce qui oblige le législateur à en rajouter une couche. Donc ce qui fait que le code Napoléon, il était comme ça, et que le code civil aujourd'hui, il est comme ça, c'est bien parce que les juges ne respectent pas la loi. Regardez, dans la loi qui vient d'être votée en 2022, il est écrit, c'est abracadabrant, mais il est écrit que le juge doit recevoir personnellement le mineur. En 2022. Ça va de soi qu'il doit le recevoir personnellement. Ça va de soi. Il faut que le législateur vienne l'écrire. Je vous vérifiez tout ça, tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Alors, tout ça pour dire que changer la loi ne suffira pas. Dans le même temps, il faut travailler sur 2 ou 3 pistes, sur 4 pistes. En fait, j'en ai rajouté une parce qu'elle me paraît d'une grande actualité et elle doit passer de l'implicite à l'explicite. La première des choses, c'est d'informer les uns et les autres sur les droits des enfants. Quand on discute, on l'a fait quand j'étais membre du collège droits des enfants auprès de Jacques Toubon, on avait fait à l'époque une enquête, on s'était aperçu que quand on parlait droits des enfants aux adultes, les adultes disaient le droit, moi je l'aime, même, je vis à la maison. Concept de droit, c'est-à-dire identifier l'enfant comme une personne, si je reprends le concept de Catherine de Françoise Dolto, ça ne percute pas. L'enfant n'est pas une personne, c'est mon bien, quoi. Bon. Et si on titillait un peu les gens, ils nous disaient oui, le droit à protection. Il ne faut pas le frapper, quoi. Donc, dans l'opinion publique, droit des enfants égale droit à protection. Pour nous, c'est, dans l'esprit de la Convention internationale et du développement du pays, c'est le droit de s'exprimer sur les choses qui le concernent. C'est le droit d'être acteur de ces droits. Alors, très concrètement, d'ailleurs, ça peut être aussi la possibilité d'appeler au secours. Quand je dis à des gamins, quand je fais des interventions auprès de gamins, est-ce que vous avez le droit d'aller au commissariat pour dire que vous êtes maltraité à la maison? Non, on doit être accompagné des parents. Ça va, quand tu es accompagné de ton père, si tu te plains de ton père. Et même beaucoup d'adultes sont convaincus qu'un enfant, je ne sais pas comment vous en étiez vous, un enfant a le droit de porter plainte au commissariat. Toute personne a le droit de porter plainte. Et l'enfant est une personne. Donc, ce que je suis en train de vous développer, première idée, ça vous permettra d'acheter mon bouquin « Le droit des enfants pour les nuls », informer les uns et les autres et sur les droits des enfants, et d'abord informer les adultes, puisque c'est les adultes, par porosité, qui transfèrent aux enfants la reconnaissance de leur statut. C'est con.
mais c'est le b.a.-ba. La deuxième chose, indépendamment de cette action d'information, et information concrète, précise, les exemples que je prends, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas seulement pour faire rire la salle. Deuxièmement, il faut les accompagner, les enfants, dans l'exercice de leurs droits. C'est le rôle des parents, j'y reviendrai dans quelques instants, alors je le dis tout de suite, j'y reviendrai dans quelques instants, puisque la question qui est posée, c'est qui est en situation de parentalité? Les parents, ça veut dire qui? Est-ce que dans toutes les familles, il y a papa, maman, la bonne et moi? La bonne, elle n'y est plus. Si de temps en temps, dans le 16e arrondissement. Bon. Si jamais elle s'évade parce qu'on lui a piqué ses papiers, ça vaut 1 000 € d'amende. Bon, bref, c'est pas cher payé. Alors, en plus, c'est vrai, l'histoire que je raconte est vraie, est tout à fait vraie. Donc, papa, maman, la bonne et moi, liés par le mariage, ça existe quasiment plus. C'est 2 millions d'enfants qui vivent seulement avec un des parents. C'est 2 millions d'enfants qui vivent dans les familles reconstituées. Donc, la question qui est posée, je le développerai tout à l'heure, c'est qui est en situation de responsabilité sur l'enfant pour exercer ses droits, droit à protection, droit à éducation, droit à expression, etc., mais qui, bien sûr, ne doit pas l'empêcher d'avoir un point de vue sur les affaires qui le concernent. Et ça a été d'ailleurs introduit en 2002 dans l'article 371-1 du Code civil, qui veut que sur toutes les questions qui le concernent, les parents recueillent l'avis de leur enfant. Enfin, le texte est « associe leur enfant ». Pour associer quelqu'un, il faut lui demander son avis. Voilà. Ce qui ne veut pas dire pouvoir de décider. Mais ça veut dire aussi, dans cet accompagnement, il y a la question de savoir quelle place peuvent tenir la famille élargie, quelle place peuvent tenir les travailleurs sociaux, quelle place peuvent tenir les administrateurs ad hoc. Si on rentre dans la gradation des difficultés qui peuvent être rencontrées, c'est le problème des avocats. Le problème, c'est que travailleurs sociaux, avocats, administrateurs ad hoc sont tous en très grande souffrance et en grande difficulté. Ce n'est pas si simple que ça. Prenons les administrateurs ad hoc, je pense qu'il y a des gens dans la salle nécessairement qui sont liés à ce questionnement-là, c'est ce que les UDAF restituent. De plus en plus, dans la loi, il est prévu, dans la loi de 2022, du 7 février 2022, dite loi Taquet, il est prévu de renforcer le rôle des administrateurs ad hoc, sauf qu'il faut les trouver, il faut les rémunérer, il faut les former. Donc, on affiche. Prenez-vous des exemples comme ça. Dans la loi 2022, on vient dire que désormais, l'enfant pourra choisir un tiers pour l'accompagner. Dans le Code de justice pénale des mineurs, on vient parler de l'adulte approprié. Alors ça, c'est une formule assez fantastique. Le type qui a eu l'idée, ou la type ou la femme, qui a eu l'idée du concept d'adulte approprié, il faut le récompenser. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, peu importe. Mais dans la loi de 98, la loi Guigou, on l'avait déjà prévu ça. Qu'un enfant puisse être accompagné, un enfant victime de violences sexuelles puisse être accompagné d'une personne qui ne soit pas ses parents, puisque ses parents sont soit auteurs, soit n'arrivent pas à gérer le problème, pas un administrateur ad hoc qui s'occupe de la défense des droits, pas l'avocat qui est en charge de mettre en œuvre sur le plan judiciaire les droits, mais quelqu'un qui est présent, qui explique au gamin là où il en est. Tiens, là, on va voir un policier, là, on va à l'hôpital, mais après, je te ramène là. Ça n'a jamais existé. En d'autres termes, un des questions qui nous est posée, il ne suffira pas d'affirmer les droits des enfants, il va falloir, dans un certain nombre de domaines, organiser un meilleur accompagnement des enfants dans le respect de leurs droits. Dernier point, il faut effectivement débloquer les mentalités, je voulais développer au passage, d'abord faire comprendre aux uns et aux autres que l'enfant, c'est une personne au sens large du terme, et se sortir un peu de cette représentation que nous avons, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, implicitement, l'enfant, c'est l'enfance du droit romain. Dans le même temps, on dit la vérité sort de la bouche des enfants, un enfant ne peut être que manipulé. Vous voulez l'illustration de mon propos? Prenez-le, facile, loi de 2018, loi Schiappa. Pourquoi on s'est planté, vous vous souvenez de ces affaires, qui ont voulu qu'à Meaux et à Melun et à Pontoise en premier, Melun ensuite, 2 gamines, 11 ans, soient victimes de prédateurs sexuels, l'un qui avait 28 ans, marié, 2 enfants, et l'autre qui avait 20 ans, marié aussi, mais peu importe. En tout cas, avec un différentiel d'âge qui était énorme. Donc, la ministre monte sur ses grands chevaux, plus jamais ça. Okay. Il faut une réponse forte et une réponse lisible. Alors, on dit, c'est très simple. Si tu veux une réponse forte et lisible, viens dire aux adultes, touche pas à l'enfant. C'est interdit, c'est un crime. Tout adulte qui touche à un enfant, alors est-ce que c'est 13 ou 15 ans? Allez, le président de la République a arbitré, c'est 15. C'est cohérent avec d'autres dispositions. 13 aussi n'était pas incohérent. Peu importe, 15. Toute personne adulte qui touche à un enfant de moins de 15 ans est un criminel, point barre. Ah non, y compris M. Philippe Bas, que j'adore par ailleurs pour avoir fait la loi de 2007, vient dire non, Jean-Pierre, ça on ne peut pas faire. Il y a des hommes qui pourraient être accusés par des enfants et qui seraient accusés à tort. Et ils sont restés dans le concept donc de consentement.
Et, alors, et en disant, on reste dans le consentement, mais le consentement, j'allais dire, oui, le consentement de l'enfant peut ne pas exister. Donc, on va poser la présomption qu'avant moins de 15 ans, l'enfant n'est pas consentant. Mais on va poser une présomption simple. Vous ne pouvez pas poser une présomption absolue, puisque si on reste dans le champ du viol, c'est un grand principe juridique, toute personne accusée doit pouvoir démontrer que l'un des éléments constitutifs de l'infraction n'est pas réuni. En matière de viol, c'est l'élément clé, avoir obtenu une relation sexuelle non consentie. Donc, il faut que l'accusé de viol puisse tenter de démontrer qu'il n'a pas commis de viol. Donc, on ne pouvait pas poser une présomption absolue de non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans. Vous suivez toujours? C'est sûr? Sur une interrogation écrite à la fin. Résultat concret. Et dans le même temps, donc, le ministre est venu dire les juges tireront du fait que l'enfant n'a pas de discernement une présomption de non-consentement. Merci, Madame le ministre, de nous dire qu'un gamin qui a 7 ans, a priori, il n'avait pas le consentement. Ça, franchement, ils l'ont foutu dans la loi en plus, c'est le concept d'emprise, etc. Ben, il s'est passé ce qui devait se passer. La deuxième chose, dans le même temps, on a remonté les peines en matière d'atteinte sexuelle à enfants. On les passé de 5 ans à 7 ans, sinon à 10. Ben, il s'est passé ce qui devait se passer. C'est-à-dire, dans l'affaire suivante, quand on voulait criminaliser les réponses aux violences sexuelles aux enfants, plus que jamais, on a recouru aux tribunaux délictueux, aux correctionnels. Et deuxièmement, comme on était sur le concept subjectif de consentement, eh bien, à Versailles, quelques temps après, dans cette histoire d'une jeune femme qui avait été violée par des policiers, on est venu dire qu'il n'y a pas viol. Tout ça, pourquoi? Comme le dit très bien Laurence Rossignol, l'ancienne ministre de la Famille, pour protéger des hommes contre des accusations éventuelles. C'est une loi machiste. Alors, voyant là où ils en étaient arrivés en 2008, ben, ils ont fini par se résoudre à ce que nous avons demandé. Et en 2021, on a voté une loi qui vient dire, désormais, toute personne qui a plus de 18 ans, qui a une relation sexuelle avec quelqu'un qui a moins de 15, est un criminel. On est dans l'objectivité. Moins de 15, plus de 18, la relation. C'est objectif. On a pollué, ce qui veut dire qu'on a retenu ce que nous préconisions, mais qui était inaudible parce que il ne s'agit pas de protéger la personne des enfants. Les enfants, ce n'est pas des gens crédibles. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est maintenant qu'on arrive enfin, petit à petit, à entendre que derrière les enfants, il y a des victimes et des victimes qui, j'allais dire, sont tout à fait légitimes à exprimer ce qu'elles ont pu ressentir. Et il faut bêtement et simplement, si on veut les protéger, garantir le statut d'enfant. Et la meilleure manière de garantir le statut d'enfant, c'est de poser un interdit aux adultes. Maintenant, les adultes, on peut aller à la télé aux 20h dire « toi, tu es adulte, tu ne touches pas un enfant ». Malheureusement, ils ont introduit une petite clause qui pollue le débat, ce qu'ils appellent la clause des amours adolescentes, qui veut qu'il faille 5 ans de différence entre l'adulte et l'enfant. Quelle est l'égalité entre une gamine qui a 14 ans et demi et un type qui a 20 ans et demi? Il n'y a pas égalité. Les relations amoureuses de même sexe ou intersexes, peu importe, elles sont fondées, on le sait tous, à nos âges et maintenant, elles sont fondées sur l'égalité. Alors bien sûr, pas l'égalité au millimètre près, mais la capacité pour chacun d'accepter de manière consciente les choses. Donc pour montrer que le débat sur la représentation de l'enfant, il n'est pas clos. Dernière condition à réunir, je l'ai un petit peu esquissé au passage, mais il faut la faire sortir en exergue. Force est de constater aujourd'hui que les professionnels qui sont en charge d'accompagner les enfants sont quasiment tous en souffrance. Et le Covid a accentué les choses, le Covid a permis de mieux réaliser les choses, et là encore, ceux qui nous gouvernent, c'est pas la droite ou la gauche, ils sont tous nuls. Sur ces sujets-là, hein, nuls en tant que personne, nuls en termes de carence de réflexion. Je vous mets au défi de me citer le moindre homme ou femme politique qui a une culture de l'histoire de l'action sociale et qui a une représentation de l'avenir. Il y en avait quelques-uns, très très peu, ils sont défunctés ou ils ont disparu de la circulation. En tout cas, ce qui est sûr, l'erreur qu'ils ont commise, c'est non seulement de ne pas donner les instructions au nom de l'État sur ce qui devait être fait pour compenser le confinement pour les travailleurs sociaux, mais ils les ont exclus du Ségur du médico-social. Résultat concret, 1 an plus tard, voyant le truc monter au moment de la campagne électorale, ils réintègrent les travailleurs sociaux dans le social et le médico-social. Il faut revaloriser ces professions. Regardez, on fait une loi pour dire qu'il faut améliorer le statut des assistantes familiales parce que ceux qui sont là s'en vont et d'autres ne viennent pas. Comment voulez-vous lutter contre l'institutionnalisation des enfants?
le fait que les enfants soient en foyer, si vous n'avez pas une alternative à proposer, soit un accueil en famille élargie, soit un accueil à travers des familles d'accueil. Et on n'en a plus à l'heure actuelle dans un certain nombre d'endroits. Voilà, tout ça pour dire qu'il ne suffira pas de changer la loi, mais il faut, j'allais dire, veiller à l'application de la loi. Pour illustrer tout ce que je viens de vous dire, je vais très très vite, hein, je suis désolé. Et vous retrouverez ça dans un document qui s'appelle les 65 engagements que Défense des enfants internationale soumet aux différents candidats à la présidence de la République. On leur dit, est-ce que vous êtes prêts à prendre ces engagements-là? Si vous prenez les 65, on vote pour vous, vous serez président. Si vous êtes à 10, 12, repassez à la session suivante, 15, 20, à venir en formation, enfin, etc. On l'a fait avec un brin d'humour, bien évidemment. Si on n'a pas d'humour, on ne peut pas avancer. Mais vous retrouvez tout ça par écrit dans les différentes préconisations. Mais je vais le faire très simplement pour être sur votre sujet sur la protection de l'enfance. Quand on y regarde très bien, par rapport à ce qu'on m'a enseigné, la protection de l'enfance, ce n'est pas que la protection administrative et la protection judiciaire. C'est ça qu'on m'a enseigné quand j'étais jeune. Et ma thèse, depuis longtemps, ma vraie thèse au sens universitaire du terme, que je n'ai pas pu soutenir, mais j'aurais dû soutenir, c'est que le dispositif de protection de l'enfance n'est pas fait de 2 pans, mais il est fait de 5 pans. Le premier pan de la protection de l'enfance, c'est la protection familiale. Le deuxième pan, c'est la protection médico-sociale. Le troisième pan, c'est la protection administrative. Le quatrième pan, c'est la protection judiciaire. Et est-ce que le cinquième ou le premier, c'est le statut fait à l'enfant, les droits reconnus aux enfants et le droit d'exercer leurs propres droits ou le droit d'être accompagné dans l'exercice des droits, ce que je vous ai développé tout à l'heure. Quand vous y regardez bien, sur ces 5 secteurs, il y a des choses à améliorer. Je ne reviens pas sur les droits des enfants, parce que je pourrais être trop long, mais sur ce qui me paraît l'urgence et la priorité pour être dans le sujet. Et demain, qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses à faire, c'est ce que je disais à M. Taquet la première fois qu'il m'a reçu. Et il est tombé des nues, il s'est tourné vers ses collaborateurs. Il a raison, M. Rosenweig. S'il en est là, on est mal barré. Depuis, il s'est rattrapé. Mais bon, pas sur le sujet, mais il s'est rattrapé, à mes yeux, sur plein d'autres sujets. Je lui disais la chose suivante. La question qui nous est posée, c'est avant de mobiliser l'administration sociale ou la justice, commençons par mobiliser la structure familiale. Qui, au sein de la famille, aujourd'hui, exerce non pas l'autorité parentale, mais exerce des responsabilités parentales. L'autorité est au service des responsabilités. Pour les juristes qui sont dans la salle, ou sinon pour les citoyens, je vais vous prendre une illustration, c'est l'affaire Fouriani. Vous vous souvenez de la demi-finale de la Coupe de France, qui veut qu'une tribune s'effondre, qui avait été construite spécialement. Qui est responsable? Le préfet ou le chef de service? C'est le préfet, si, ayant mission de construire des choses qui tiennent la route, et il a suivi les travaux et il a signé. C'est le chef de service s'il a reçu mission du préfet et les pouvoirs de dire oui ou de dire non. En d'autres termes, l'autorité parentale est au service des missions données aux parents pour protéger, éduquer leur enfant. Et regardez les représentations. On est passé de la puissance paternelle en 1958 à l'autorité parentale. Autorité par rapport à puissance, on a un petit peu levé le pied, et on a parentale, on a réintroduit la femme par rapport à l'homme. Mais on est toujours dans la définition du rapport parent-enfant dans un rapport de puissance. La famille, ce n'est pas un rapport de puissance. Il y a égalité entre l'homme et la femme, et il y a solidarité respective entre les adultes et les enfants, qui va d'ailleurs s'inverser. Je vous rappelle que les enfants auxquels vous mettez les couches aujourd'hui sont ceux qui vous mettront vos couches dans quelques années, le plus tard possible, si vous n'êtes pas en EHPAD. Voilà. Bon, alors en tout cas, la famille n'est pas définie comme un lieu de responsabilité réciproque. Et la gauche comme la droite ont été incapables. On leur a proposé avec Dominique Youf, on l'a rédigé, la nouvelle version. Regardez, on est encore sur Napoléon, article 311 du Code civil. À tout âge, l'enfant doit honneur et respect à ses pères et mères. À tout âge. Honneur et respect. L'honneur, on en parle où, monsieur le juge? Dans les banlieues. C'est le discours des mafieux aujourd'hui, l'honneur. Non, solidarité. Respect, oui, solidarité. On aurait dû écrire ascendants et descendants se doivent réciproquement respect et solidarité. Ça, c'était la version moderne des relations au sein de la famille, et non pas définir les rapports comme étant des rapports de pouvoir, l'autorité parentale. Donc déjà, au niveau des concepts, vous voyez, c'est une illustration très concrète. Mais surtout, quand on voit que 2 millions d'enfants vivent avec des personnes qui sont ni leur père ni leur mère, au sens biologique et au sens juridique du terme. Allez, juridique du terme, parce que
les choses sont devenues compliquées avec les procréations assistées, l'adoption, etc. Il faut aller au bout du film, peu importe qui a donné l'ovule, peu importe qui a donné le sperme. La question, c'est le lien juridique qui existe entre une personne et une autre. Donc, aujourd'hui, 2 millions d'enfants vivent avec des adultes qui n'ont aucun lien juridique avec eux, qu'on appelle joli papa, jolie maman, beau papa, belle maman, mais ça c'était pour faire sourire, qui sont, j'allais dire, la famille de recomposition. Parfois, il peut aussi y avoir des frères et des sœurs, etc. Et puis, il y a les grands-parents qui peuvent être là et qui sont vivants la plupart du temps. La question qui est posée, c'est quels sont les droits et obligations de ces adultes à l'égard de ces enfants pour leur permettre de grandir. Dans mon cabinet, combien de fois j'ai vu le beau-père être là et le gamin, quand je dis madame, monsieur, comment ça se passe à la maison, il sort le soir, il vous demande l'autorisation, le beau-père s'apprêtant à me dire les choses, dit « tais-toi, ferme ta gueule », disait le gamin. Combien de fois il me l'a dit, pour ça. Enfin, il a dit « ferme ta gueule, t'es pas mon père ». Mais non, je ne suis pas ton père, et alors? On vit ensemble, je m'occupe de toi. Je ne vais pas te dire que je t'aime comme mon enfant, parce que tu ne vas pas me croire. Oui, bon, je t'aime pour ce que tu es. Ouais, j'ai l'affection pour toi. Et puis de toute façon, on vit ensemble. Ça fait 10 ans que ça dure, la plaisanterie, pareil. Donc, et puis en plus, je suis là aussi pour toi, parce que tu fais chier le monde. Tout ça dit en langage, bien sûr, très feutré. Il ne faut plus que les enfants, demain, puissent être dans une situation de toute puissance, pouvant dire aux adultes qui les ont en charge, quitte-toi, va te faire foutre. Il faut qu'ils puissent dire, certes, je ne suis pas ton père, c'est ton père qui décidera de savoir si tu iras en apprentissage, si tu poursuivras tes études. Mais ce soir, tu manges ta soupe, tu te laves les dents, tu vas faire dodo, tu me donnes ton téléphone et demain matin à 8 heures, tu es à l'école. Ça, ce sont les actes de la vie quotidienne. Eh bien, on n'a aucun texte à l'heure actuelle. C'est une banalité. On l'a rédigé avec Dominique Youf en 2014. La phrase est très simple. Toute personne qui a légalement, sous-entendu qu'il ne l'a pas enlevé, toute personne qui a légalement à charge un enfant est en droit et en devoir d'exercer à son égard des responsabilités. Le premier des droits des enfants, c'est d'avoir en face d'eux des adultes responsables. Déjà, ça va éliminer pas mal de trucs. Alors, on n'en est pas là. C'est pour mon programme que si j'étais président de la République et que s'il y avait des élections. Bon. Deuxième chose, il y a des familles, toutes les familles de France rencontrent des difficultés qui sont plus ou moins prégnantes, plus ou moins passagères, qui se résolvent plus ou moins facilement. Des problèmes de santé, il faut trouver un médecin. On trouve de moins en moins de pédiatres. Il faut trouver un médecin qui accepte de vous soigner. Parce que maintenant, si vous n'avez pas été malade, vous ne pouvez plus aller voir un médecin. Ça c'est l'innovation du XXIe siècle. Les médecins ne vous prennent que si vous avez déjà été malade. Bon, je referme la parenthèse, tellement c'est ridicule. Alors, donc, mais par-delà cela, vous avez des parents qui sont confrontés à des gamins qui sont porteurs de handicap et qui errent pour trouver des réponses. Certains même vont en Belgique pour faire prendre en charge leur enfant. La 4e, 5e ou 6e, on ne sait plus où on en est, de la dégringolade, mais peu importe, puissance mondiale est incapable d'offrir un dispositif d'accueil, d'accompagnement des enfants handicapés, quoique en 2005, on ait dit que c'était un droit opposable pour les enfants handicapés que de trouver une réponse éducative. Et je referme la parenthèse pour montrer le fossé qu'on a à combler entre l'affichage et la réalité. Et puis, il s'avère qu'un certain nombre d'enfants, ils ont des problèmes avec papa, maman, ou les gens qui sont à la maison, qui doivent les protéger, qui ne les protègent pas, qui parfois les agressent, ou qui n'entendent pas. Enfin bref, on peut s'aimer, on peut avoir des rapports très difficiles. Regardez, santé scolaire, service social scolaire, c'est pas moi qui le dis, Conseil économique et social, rapport Beaupère de 1975, c'est pas d'aujourd'hui, hein, en difficulté. La protection maternelle et infantile, rapport de 2021, Mme Perron, qui est en pleine crise, en pleine difficulté. La prévention spécialisée, 17, sinon 18 départements, il y en a un qui est en train d'arriver, 18 départements ont supprimé la prévention spécialisée, c'est-à-dire les éducateurs qui vont au contact des gamins, qui les tiennent pour des mécréants, le cas échéant, pour essayer de faire en sorte que d'enfants en danger, ils ne basculent pas la délinquance. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Quand vous y regardez bien, tous les éléments du pan de protection médico-sociale sont actuellement en crise. Santé scolaire, service social scolaire, PMI, maison du handicap, prévention spécialisée, pour ne prendre que ce que moi je vois comme magistrat, c'est-à-dire pas très loin de mon regard. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années avec ces parents qui ne savent pas quelle est leur autorité à l'égard de leurs enfants et ce qu'ils doivent faire, qui sont paumés souvent, qui sont souvent en crise eux-mêmes, qui ne trouvent pas dans la famille élargie les ressorts, qui se tournent vers leur voisinage et qui ne trouvent personne. Qu'est-ce que ça va produire dans 5 ou 10 ans? Les gosses qui ont aujourd'hui 10 ans, 15 ans, c'est ceux qui vous succéderont. Excusez-moi, je vous prends en bille.
Pour une fois, je vois un juge. C'est très rare, je vois plus de juge. Bon, donc ça me manque. Donc, tout ça pour dire que oui, on aura un beau code de justice pénale des mineurs pour les foutre en prison. Mais est-ce que le but, c'est de les mettre en prison au risque des victimes qui vont créer entre-temps, ou est-ce que c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes, l'action de prévention? Eh bien, le deuxième pan de la protection de l'enfance, ce qu'on appelle la protection médico-sociale, est en crise. Quel est l'homme politique qui en parle aujourd'hui? Quel est le responsable politique qui en parle aujourd'hui? Personne. Alors, troisième pan, effectivement, c'est la protection administrative, qui, j'allais dire, fait l'objet de beaucoup de procès, souvent excessifs, au regard du boulot qu'elle fait. Bien sûr, on voit toujours les trains qui n'arrivent pas à l'heure, on ne voit pas le train qui arrive à l'heure. Je prends un exemple très, très concret. Quand je pose la question à des parlementaires, pas à n'importe qui, à des parlementaires, parfois anciens présidents de conseil départemental. D'après vous, combien y a-t-il d'enfants accueillis? Je n'utilise jamais le mot placement. Hein. On accueille quelqu'un, on place un objet. Quand je serai vieux, je vais être accueilli en EHPAD, mais pas placé. Si on me dit où est-ce qu'on place papy, je dégoupille façon puzzle. Bon, donc je vais être. Alors, moi, je veux en face de moi des infirmières blondes avec des yeux bleus qui m'accueillent, mais pas où est-ce qu'on le place et comment on va le gaver. D'accord? Bien sûr, quand je plaisante, je suis toujours très, très sérieux. Fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on me fasse. Est-ce que tu considères les enfants comme des personnes ou comme des objets? Je suis très cohérent hein, dans ce que je suis en train de vous dire. Alors, quand on pose la question, combien y a-t-il d'enfants qui sont accueillis aujourd'hui, dont les propres parents étaient accueillis? Réponse, beaucoup. Alors, il y a celui qui ne se mouille pas. S'il me pose la question, c'est qu'il y a un piège. 50. Quoi qu'il arrive, c'est peut-être pas la bonne réponse, mais je ne suis pas loin du résultat. Et d'autres qui disent, franchement, 75%, 80%. Rares disent le chiffre 4 à 6%. En d'autres termes, plus souvent que nous le croyons, les services sociaux sont efficients au regard des familles, c'est-à-dire ils font le job. Ils évitent que le gamin, alors ils accueillent le gamin, etc., mais ils évitent que lui-même il soit dans la merde au point où ses propres gosses vont être dans la merde. Quelle représentation est donnée de l'aide sociale? C'est la même pour la justice. Hein. C'est moi qui le dis, c'est M. Le Cerf. Je ne partage pas ses idées politiques, mais c'est un personnage tout à fait passionnant, intéressant, c'est un grand libéral, président du conseil général, du conseil départemental du Pas-de-Calais, sauf erreur de ma part, et qui dit dans la loi 2011, autour de la loi 2011, que dans 85% des cas, quand un jeune est suivi par un juge des enfants et un éducateur de la PJ, il n'est plus délinquant à sa majorité. Oui, on ne fait pas du 100%, désolé. On fait pas, comme disait mon beau-frère qui était député, LR, qui est décédé à cause du Covid, c'est même le seul député qui soit mort du Covid, enfin bon, on aurait pu s'en passer. Enfin, tout ça pour dire qu'on avait de bons débats dans la famille, on a fait des bouquins ensemble. Je lui disais, oui. Il me disait, c'est quand même 85, il en manque. Je lui dis, écoute, il y a 450 000 morts chaque année pour les problèmes de santé. Tu ne condamnes pas la médecine. La médecine, elle accompagne. Et puis, il y a des morts qui arrivent. Comme nous, on ne réussit pas à 100%. Allez, je pourrais te le faire à 86, 87, 88%, mais pas à 100%. En d'autres termes, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que les institutions sociales, que ce soit administratives ou judiciaires, ont une meilleure efficience que la représentation qu'ils peuvent avoir. Et à partir du moment où on part sur des bases qui sont biseautées, comment voulez-vous qu'à l'arrivée, on arrive juste? On légifère sur un objet qu'on ne connaît pas. Alors, on passe son temps à légiférer sur l'aide sociale à l'enfance. Alors, dans la dernière loi, il y a des choses qui sont intéressantes. En deux mots, parce que je sais que je vais plus par le temps. C'est bien que vous alliez me dire un truc comme ça. Bon, mais, je disais à M. Taquet, finalement, quand on les regarde bien, dans l'agglomérat que vous avez foutu dans ce texte, implicitement, vous ne l'avez pas fait exprès, mais ça veut dire que quand même vous avez été porteur, il y a toute une série de dispositions qui visent à humaniser la qualité de la prestation fournie par l'aide sociale à l'enfance ou par les associations qui travaillent. Ne plus abandonner les enfants à leur sort, ne plus les mettre à l'hôtel sans accompagnement. Moi, plutôt que de condamner l'hôtel, j'aurais pris une position positive qui consiste à dire aucun enfant ne peut être hébergé en dehors du domicile familial sans être l'objet d'un accompagnement social. Cette disposition n'a pas été votée. On condamne le recours à l'hôtel. Mais si, comme là, j'en ai pas, si j'en ai un. C'est ce que je dis souvent aux gosses dans mon cabinet. Tu vois, aujourd'hui, c'est un Mont Blanc, ça pourrait être un BIC. La question n'est pas de savoir BIC, Mont Blanc, par rapport à l'institution qui va t'en occuper. C'est quel est le projet que je peux avoir? Qu'est-ce que je vais écrire avec ce projet? Ce n'est pas l'hôtel qui est important. C'est quel est le projet qu'on forme en utilisant ou pas l'hôtel. L'hôtel peut être intéressant pour éviter la pression dans un centre de structure, pour éviter que ça n'explose. En revanche, aucun gamin doit être abandonné à l'hôtel. C'est une des dispositions, mais il y en a d'autres. Le fait de valoriser les assistants familiaux. Et dernier élément que je m'en exerce sur la loi qui vient d'être votée, ça va être intéressant de voir comment elle va être déclinée. Vous parlerez peut-être au nom du conseil départemental tout à l'heure, en abordant peut-être ce sujet-là, c'est de venir dire que désormais,
aucun juge ne pourra prendre une décision confiant un enfant en dehors de son milieu familial sans avoir vérifié auparavant s'il n'y a pas une solution familiale ou s'il n'y a pas une solution à dimension humaine. J'allais dire, c'est con. C'est idiot qu'il faille le dire dans le texte, tellement c'est évident. Tellement c'est évident. Mais là encore, c'est représentatif du niveau où on en est. Il faut l'écrire pour que les juges soient obligés de le faire. Et que les travailleurs sociaux soient obligés de le proposer aux juges. On va voir si effectivement ça, rien que cette disposition-là, si à terme se développe bien, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire des gamins qui ne pourront pas rester à la maison, vont peut-être supporter le choc de la rupture. Parce que tout le monde, y compris les enfants, tout le monde est révolutionnaire à condition que rien ne change. Donc, les enfants ne veulent pas partir de la maison. Mais si au moins on respecte leur univers, la ville, le quartier, les copains, la famille, les proches, ça pourra peut-être faire en sorte que le coût soit moins important. Voilà, donc tout ça pour dire que, et en bout de chaîne, dernière chose sur la loi de 2022, avec la prudence qu'il faut, parce qu'il y a des lectures qui sont faites qui sont un petit peu rapides, l'aide sociale à l'enfance va être obligée, comme toute institution, de faire le service après-vente de ce qu'elle fait. Et elle doit se préoccuper désormais, dans les 6 mois qui suivent, elle doit se préoccuper de ce qu'il est advenu des jeunes qu'elle a pu prendre en charge. Et notamment, s'ils sont majeurs, de leur faire une offre de reprise de service. En d'autres termes, ce qu'on appelle le droit de repentance. Un gamin a très bien pu dire non le jour de ses 18 ans, c'est l'acquis, je me barre, surtout si ça fait 10 ans que je suis confié à l'aide sociale, je me barre, mais tu vas te casser la gueule. On n'a rien à foutre, je suis libre, je me barre. Quelques temps plus tard, on le retrouve avec un berger allemand dans une rue à Rennes ou ailleurs. Enfin, on sait très bien que ça se passe ici comme ça se passe ailleurs. Ben, il faut que le gamin puisse savoir qu'il peut revenir auprès de l'aide sociale à l'enfance et que le président du conseil départemental va pouvoir lui proposer une réponse. Alors, ce n'est pas une obligation, liberté de gestion des communes, des départements, des collectivités territoriales, qui s'imposait. L'État ne peut pas obliger le département à prendre en charge, mais il incite à faire une proposition aux jeunes et bientôt il y aura un décret qui va définir les standards minimums de ce qui doit être proposé. C'est une avancée, mais je rejoins mon propos. C'est une avancée, comme d'habitude, à courte vue. La question, c'est ce que je disais à M. Taquet l'autre jour, la première jour, je l'ai vu, je lui ai dit, mais finalement, vous êtes arrivé au pouvoir avec le président de la République pour dire on va renverser la table. Vous êtes très conservateur, vous êtes giscardien, lui disais-je. Il me dit pourquoi? C'est qu'il a référence au seuil des 21 ans. C'est parce que Giscard a baissé la majorité 21 à 18. Quel est le sens sociologique aujourd'hui du concept de 18 ans? Non, il faut dire après 18 ans, il y a des jeunes qui sont dans la merde. Alors, il y a ceux qui jouent Tanguy à la maison, mais ceux qui n'ont pas les moyens de jouer Tanguy. Comment la communauté, dans son propre intérêt, peut-être pas la justice, mais les services sociaux, va être légitime à accompagner les plus de 18 ans, qui n'ont pas encore 25 ans, puisque c'est un concept sociologique, entre 15 et 20, la jeunesse, c'est entre 15 et 25. Eh bien, là encore, incapacité de ceux qui font la loi, aussi bien au gouvernement que parlementaire, que d'avoir cette approche globale des choses. Vous voyez, on a toujours le nez collé à la vitre. Alors, bien sûr, on ne régresse pas, mais c'est vraiment dommage qu'on ne mélisse pas pour qu'on aille plus loin, quoi, et plus vite. Voilà. Donc, ça, c'est sur le médico-social, sur le social. Puis, dernier point, j'aurais terminé pour répondre à votre attente, sur le judiciaire. Donc, on vient d'adopter un code de justice pénale des mineurs. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est, on le disait à Mme Belloubet, on aurait pu adopter un code de justice des enfants, mais surtout, on aurait pu adopter, ça je terminerai par ça, un code de l'enfance. En d'autres termes, code de justice pénale des mineurs. Ça nous change de De Gaulle. De Gaulle nous avait fait une ordonnance sur l'enfance délinquante. Aujourd'hui, on nous fait un code sur la justice. Ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas les enfants qui sont prioritaires, c'est l'ordre public. Et avec une gestion de l'ordre public qui est intéressante, je n'ai pas le temps de vous le traiter, mais quand vous y regardez bien, il est bien au cœur de ce texte qui n'est pas révolutionnaire. Ce n'est pas un texte liberticide non plus. Pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est un texte qui est dangereux, par une procédure qui est la procédure d'audience unique, qui va permettre, c'est la petite correctionnelle, quoi, soit devant le juge pour enfants, soit devant le tribunal. Ce n'est pas révolutionnaire non plus. Il existe déjà, dans l'ordonnance de 1945, une procédure qu'on appelle la procédure de présentation immédiate qui permet de juger rapidement un jeune si c'est nécessaire, et s'il accepte, s'il renonce au délai, il peut être jugé à la première audience utile. Les juges, les procureurs en ont fait un usage micro. Sauf que c'est dangereux comme tout. C'est le principe de la bombe nucléaire. Là, je n'ai pas de mauvais raisonnement, mais si vous appuyez sur le bouton, c'est que c'est râpé. Il
faut avoir à éviter ce bouton. Il faut éventuellement menacer, mais il ne faut surtout pas l'user. Donc, le nouveau code de justice pénale des mineurs, il s'aligne sur cette procédure qui veut que le parquet puisse notifier rapidement des charges, puisse obtenir un mandat de dépôt par le juge délégué à la liberté et à la détention, et puis faire juger rapidement par le tribunal. En d'autres termes, on peut aller très, très rapidement dans la condamnation. Et ceux qui nous gouvernent, là encore, ils n'ont rien compris au film. Ils nous disent qu'il faut qu'il y ait des condamnations rapides. Nous, on leur dit ce qu'il faut pour que le jeune sache qu'il est coupable. Mais je dis, s'il y en a un qui sait s'il est coupable, innocent, c'est bien lui. C'est même le seul qui soit au courant à 150%. Bon, ce qui est important, ce n'est pas qu'il soit dit qu'il est coupable ou pas coupable, c'est que rapidement, le cours de sa vie change. Donc, l'enjeu, c'est la mise en œuvre rapide. D'abord, la mise en œuvre, première partie. Deuxième partie, rapide. Troisième partie, efficace, mais ça, laissons de côté. On est dans les sciences sociales, ce n'est pas facile. Des mesures éducatives. Et je disais à Mme Belloubet, vous avez un test. En 2012, et là, on n'y est pour rien. Je ne sais pas comment ça a été voté, mais ça a été voté. En 2012, on est venu dire que toute mesure éducative confiée par un juge pour enfants à un service, la PJJ ou un service associatif, devait être mise en œuvre dans les 5 jours. Il devait y avoir un rendez-vous dans les 5  jours. Pas un rendez-vous pour jouer au bridge, un rendez-vous pour… rien que le rendez-vous est déjà l'action sociale. Pour qui connaît l'action sociale, les professionnels, le juge pour enfants d'abord, les éducateurs non plus, aussi, voient très bien le gamin qui arrive, s'il est en souffrance, pas en souffrance, si c'est grave, si ce n'est pas grave. L'ordonnance de 45 voulait que dans les 5 jours, un rendez-vous soit pris, au point où on avait introduit un dispositif qui voulait que, pendant que le juge tchatchait avec le jeune, la greffière prenait un rendez-vous sur l'agenda électronique du SAE, enfin de l'UEMO, et donc, le juge ayant terminé son tchatch, la greffière donnait l'ordonnance plus le rendez-vous. Et bien, cette disposition qui était symboliquement la plus importante de l'ordonnance de 45, elle a été supprimée du Code de justice pénale des mineurs. Elle a été réintroduite parce qu'on a fait pression dans le décret. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Ben, ça signifiait, et Mme Belloubet n'a pas voulu l'entendre, que l'État admettait qu'il n'avait pas les moyens d'assurer, de garantir que toutes les mesures éducatives prononcées par ces juges seront exercées dans les 5 jours. Si ce n'est pas… Ça rejoint le discours, je pense que Fabienne Quiriot vous aura tenu ce matin, et sur lequel je n'interviendrai pas, qui est qu'un des enjeux de la période qui vient, ce n'est pas de recentraliser l'action sociale comme le propose Xavier Iacovelli dans une proposition de loi qu'il a déposée récemment. L'enjeu, ce n'est pas de retransférer à l'État ce que l'État a transféré en 1982-1984 au département. L'enjeu, c'est de mettre en œuvre la décentralisation de 82-84, qui voulait que le département soit en première ligne, mais que l'État assume ses responsabilités. Et il doit assumer ses responsabilités de 2 points de vue. D'abord, il a des services qui lui sont propres, santé scolaire, service social scolaire, psychiatrie infantile notamment, et s'il assume ses fonctions, s'il est reconnu comme tel, il sera légitime à mettre autour de la table le président du conseil départemental, les associations, pour en faire plus. Et pour garantir que dans le cadre de l'inégalité des politiques, il y a équité dans le respect des droits. Alors je m'explique, parce que ça peut paraître compliqué. Un certain nombre disent, mais les politiques départementales sont inégales. Et heureusement qu'elles sont inégales, c'est ce qu'on a voulu en 82-84. On veut qu'elles soient inégales pour que chacun ait accès à ses droits. On ne mène pas la même politique en Creuse qu'en Basse-Normandie, ou que dans le nord de la France, ou que dans les Outre-mer. Le problème ici n'est pas celui de Mayotte. Et réciproquement, oui, il faut que les politiques soient hétérogènes. Mais c'est le rôle de l'État de garantir que partout, les droits minimal, je ne sais pas comment il faut dire, les droits de base des enfants soient respectés. Voilà, donc j'aurais terminé mon propos en disant que la question qui est posée, c'est, et là on le voit dans la déclinaison sur la justice pénale des mineurs, est-ce que l'État met en œuvre les moyens qui sont nécessaires pour que les décisions prises par ses propres fonctionnaires, les magistrats, fonctionnaires à statut spécial, ce n'est pas péjoratif, confiés à d'autres, fonctionnaires ou pas, mais acteurs de la mission de service public, de faire en sorte que ces missions soient exercées. Je ne suis pas sûr que les moyens aient été affectés. Puisque je suis dans la prospective, un des points sur lesquels nous devrons collectivement être vigilants, c'est de savoir où sont passés les 2 fois 8% que M. Dupond-Moretti prétend, c'est 7 et quelques, c'est pas 8, peu importe, disons 8, qu'il a obtenu. Est-ce que c'est sur la justice adulte, la justice enfant? Si c'est sur la justice enfant, est-ce que c'est sur la justice ou sur la pénitentiaire? Est-ce que c'est
sur le milieu ouvert ou les centres éducatifs fermés? Et très concrètement, est-ce que c'est sur la création de postes de juges pour enfants et de greffiers, ou est-ce que c'est sur la création de postes de procureurs et d'éducateurs? C'est ça les enjeux très concrets. Alors, la conclusion de tout ça, pour en terminer, on est loin du compte, bien évidemment. Je pense que quelques-uns d'entre nous allons raccrocher dans peu de temps, donc c'est à ceux qui sont les plus jeunes de prendre le relais. Donc, vous avez du pain sur la planche. Donc, pour vous faciliter les choses, à quelques-uns qui sont des vieux, on a développé cette idée qu'on pourrait promouvoir un code de l'enfance. Alors, avec les critiques que je fais sur la loi, pourquoi un code de l'enfance? C'est simplement pour dire que, d'abord, tenir un discours politique. Si vous voulez que les gens respectent leurs devoirs, il faut commencer par les instituer dans leurs droits. Là, vous avez commencé par la fin du film, le code de justice pénale des mineurs. Moi, je propose de commencer par le début. Tu as des responsabilités morales, responsabilités disciplinaires, responsabilités civiles, responsabilités pénales, responsabilités à l'égard de ta conscience, que parce que tu as des droits. Et tu as des droits parce que tu es. Et donc parce que tu es une personne. C'est ce qu'il faut faire dans un code de justice pénale. C'est cette démarche qu'il faut avoir. Alors, pourquoi un code? Certains disent pour donner une cohérence à des dispositions qui ne le sont pas. Exemple typique. Vous le savez, vous ne le savez pas. Comme je n'ai pas le temps, je ne vous poserai pas la question. En France, quelqu'un qui a moins de 18 ans peut être condamné aujourd'hui au maximum à 30 ans d'emprisonnement. Maximum. Il peut déjà être condamné à 30 ans. Il y a peu de temps, avant 2016, c'était la réclusion criminelle à perpétuité. 2016, on est à 30 ans. Dans le même temps, il peut être condamné à 30 ans. On lui retire le bénéfice de l'excuse de minorité. Il est jugé comme un adulte qui a commis des faits identiques. Il n'a pas le droit de demander son émancipation. Légère incohérence. Une parmi d'autres. Donc, certains disent qu'il faut réduire ces incohérences. Oui, à juste titre. Moi, je crois qu'il faut créer une dynamique. C'est parce qu'on se donnera pour objet de réfléchir sur un code de l'enfance, sur les droits et sur les libertés et sur le devoir, qu'il y a toute une dynamique qui pourra se mettre en place. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, le code, ce n'est pas un but, c'est un instrument technique pour arriver à un but, c'est-à-dire une meilleure prise en compte des droits des enfants. Bon, écoutez, je vais aller prendre mon train et je crois que j'ai terminé. Je vous remercie et peut-être à ce soir. Bonjour à tous, Anne-Claude Quirot-Lejean, je suis directrice d'un dispositif en protection de l'enfance, un accueil de jour qui intervient à la fois en direction des enfants et de leurs parents. Le texte de loi introduit, vous en avez parlé, la notion de l'accueil en famille élargie de manière plus large que ce qu'on le fait aujourd'hui. C'est effectivement... il y a peu de recours aujourd'hui à cet accueil-là. Est-ce que vous savez comment nous, en tant que professionnels, on peut amener ce sujet auprès des parents avant que la situation ne soit trop compliquée et qu'une nécessité d'accueil soit organisée un peu en urgence? Je ne sais pas si je suis claire. Mais... Non, ce n'est pas que vous n'êtes pas clair. Je m'interroge sur ma légitimité à vous répondre. Parce que là, vous m'interrogez quand on regarde le cœur de votre question sur une pratique sociale. Sur l'expérience que vous pouvez avoir de pratique sociale. Lui, il est là quand les choses sont mal barrées. Et parfois, parce qu'il est très bon, ou sûrement vous êtes très bon, moi j'étais extraordinaire, quand il arrive à vendre aux familles la mesure qu'ils n'ont pas acceptée de la part des services sociaux. Pour une raison qui est très simple, on recoupe le débat tout à l'heure, c'est que le juge a une meilleure représentation, c'est mon juge, par rapport à l'administration qui est une administration. Donc, il m'est arrivé mille et une fois de vendre, entre guillemets, la mesure qui était préconisée en jouant de mon autorité. Et j'ajoute que le meilleur des juges pour enfants, ça c'est un conseil que je vous donne, c'est celui qui ne prend pas de décision, apparemment, et qui les fait prendre aux autres. Je vous rappelle qu'on est dans une mesure qui s'appelle la procédure d'assistance éducative, non pas de remplacement éducatif. Voilà. Donc, à mon niveau, je peux répondre à votre question. Je vais dire aux parents, il y a un problème, vous adorez peut-être, mais vous ne pouvez pas vivre ensemble 24 heures sur 24. Donc, il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'on trouve comme solution? Le foyer de l'enfance? Pourquoi pas, s'il le faut? L'hôtel? Oui, bon, ok. Est-ce qu'il y a un membre de la famille qui ne pourrait pas vous aider? Est-ce qu'il n'y a pas des gens que vous connaissez bien qui pourraient vous aider? Et l'administration sociale est là qui pourra vous aider et vous accompagnera même s'il y a des problèmes financiers, des problèmes de déplacement, des problèmes, etc. Donc, le juge peut créer les conditions. Donc, pour répondre à votre question, vu de vous en amont, je pense qu'effectivement,
Il faut essayer de faire prendre conscience aux parents que là, il y a un point limite qui est franchi. Que certes, il faut une thérapie, une psychothérapie, certes, il faut ceci, certes, il faut cela, mais en tout cas, ce n'est pas viable là en l'état. Donc, il faut une mesure provisoire, le provisoire pouvant durer longtemps. La Tour Eiffel est un très bel exemple. Donc, mais ça, combien de temps met le fût d'un canon pour refroidir? On n'en sait rien. Oui, tout ça, c'est de l'histoire de France. Donc, sans faire de... Non, qu'est-ce que je dis dans ma plaisanterie? Il ne faut pas faire de fausses promesses aux gens. Il faut toujours être authentique. Et les gens n'y s'y trompent pas. Moi, je sais que j'étais crédible comme magistrat, non pas parce que je prévoyais des choses, mais je disais aux gamins, t'inquiète pas, cool, calme. On a réussi à envoyer des gens sur la Lune, on a foutu les Allemands hors de Paris, on gérera ton problème calmos, en temps utile, par étapes. Mais là, aujourd'hui, tu ne peux pas rester à la maison. Et on va trouver le lieu qui... Alors, ça peut être un ami de la famille, ou ça peut être les parents, par exemple, d'un copain ou du compi d'école, ça peut être la famille élargie. Alors, avec des difficultés. Il ne faut pas y aller n'importe comment, mais là, ça n'apprend rien parce que c'est votre boulot. Vous savez aussi bien que moi qu'on ne peut pas confier le petit enfant d'une personne à sa grand-mère quand la mère était en conflit avec sa propre mère. La gamine, elle a 15 ans, elle est enceinte, elle accouche d'un enfant, qu'est-ce qu'on fait? Premier réflexe, mais vous ne pouvez pas le confier officiellement à la grand-mère. Parce que si vous le confiez officiellement à la grand-mère, vous donnez un pouvoir prise à la grand-mère sur la mère. Donc, il faut trouver quelque chose. Parfois, il faut le faire. C'est quelque chose qui ne peut pas durer très longtemps. A fortiori, bien sûr, on peut y aller, mais il faut vraiment l'utiliser très exceptionnellement vers une délégation d'autorité parentale. Donc, tout ça, c'est une question de subtilité, mais à une seule condition. La condition de la réussite, de mon point de vue, c'est de montrer aux gens que rien n'est figé, qu'il y aura des étapes à venir. Moi, je l'ai rempli, mais je n'ai pas vu. Qu'il y aura des étapes. Après, vous pouvez tout négocier. Et les gens sont capables d'accepter beaucoup de choses, s'ils ont confiance en vous. Ils font un pari, si vous le voulez, bien évidemment, mais si vous leur montrez qu'ils ne sont pas désappropriés, si vous le voulez. Mais si, comment dire les choses? De prendre un contre-exemple, toujours raisonner en contre-exemple. On s'est battu, je vous parle d'un temps que vous n'avez pas pu connaître, nous nous sommes battus pour qu'on sorte en matière de divorce de un qui a la garde et l'autre qui a un droit de visite et d'hébergement. Parce que dans cette bataille, à l'époque, on disait le juge aux affaires matrimoniales, aujourd'hui, on dit le juge aux affaires familiales, c'était la guerre. Et on ne voulait pas sortir perdant. Une femme qui sortait chez le JAM sans avoir l'exercice à titre principal des enfants, l'hébergement, c'était une salope. C'était une salope. Bon, donc il fallait gagner. D'où on se montait n'importe quoi. Nous avons réussi, les uns et les autres, à passer au concept de co-responsabilité parentale et de dire, dans le mariage, le temps où ça va bien, ou dans la désunion, a priori, on reste l'un et l'autre responsables. L'un ne va pas désapproprier l'autre, l'autre ne va pas désapproprier un. Comme on ne peut pas couper l'enfant en deux, encore que Salomon avait fait le coup, hein, moi je dis souvent aux gens dans mon cabinet, on pratique comme Salomon, je sais pas, et on voit bien celui qui est intelligent. Et celui qui pense à l'enfant et non pas à lui va accepter que l'enfant aille vers l'autre. Vous avez une loi à l'époque, en 1992, c'était la loi californienne, qui voulait que le juge d'affaires familiales de la Californie confie l'enfant à celui des deux parents qui ménageait à l'enfant le droit d'entretenir des relations avec les deux. C'est-à-dire celui qui était le meilleur proposant. Donc, tout ça pour dire quoi? Si, dans cette situation-là, vous arrivez à démontrer qu'on ne peut pas rester sur ce statu quo, il faut que ça bouge, qu'il y a des réponses lourdes, mais qu'il y a des réponses plus légères. Ça ne veut pas dire qu'on devra rester éternellement sur la réponse plus légère. Et pour le comprendre, si vous voulez, moi je vais très loin, mais je pense que tout ça, c'est essentiel. C'est comme ça que moi j'ai compris. Vous devez faire le raisonnement par rapport à la médecine. Alors, je m'explique. Autant jadis, et la dentisterie. Autant jadis, lorsqu'il y avait un problème, on amputait, on arrachait les dents. Dans l'action sociale, on retirait les enfants. En 1900, une population de 26 millions d'habitants, 150 000 enfants qui étaient placés, qui étaient pupilles de l'État. Aujourd'hui, nous sommes 68 millions, il y a seulement 3 000 enfants qui sont pupilles de l'État. Qu'est-ce qui s'est joué entre-temps? Eh bien, on a travaillé sur le lien, on a travaillé sur l'autorité parentale, non pas en coupant le lien, mais en le mettant en œuvre, et en faisant en sorte qu'il fonctionne. Eh bien, pareil en matière médicale. On va de temps en temps à l'hôpital. Très exceptionnellement à l'hôpital, on va en salle d'opération et c'est le médecin de quartier qui suit. Voilà.
Donc, il faut que vous montriez aux gens que, bon, vous improvisez, vous avancez, il faudra reculer, il faudra faire ceci. Ils y seront associés, rien n'est jamais définitif. Ben, si vous avez cette démarche-là, ça pourra fonctionner. Et je vous montrerai que ce n'est pas un débat qui est historique, c'est un débat d'actualité. On s'est battu et on a été battu. Dans la loi de 2022 qui vient d'être promulguée, sous la pression des départements, et je comprends qu'ils aient fait pression, et je conteste qu'on ait cédé, eh bien, désormais, le département pourra demander, l'aide sociale en France, pourra demander au juge de lui déléguer l'autorisation d'exercer plusieurs actes de l'autorité parentale. Ben, ce faisant, pour avoir la paix, pour ne pas aller tous les jours voir le juge pour enfants, ceux qui feront ça signifieront qu'ils n'ont rien compris au film. Ils doivent travailler sur l'autorité parentale. Je vais prendre un exemple pour vous l'illustrer, que j'ai connu. Ce jeune homme qui avait 30 ans, qui vient avec une dame, mère de famille, le gosse étant confié à cette association. Et je lui dis comment ça se passe. Je lui dis ça se passe bien. Il faut maintenir la mesure. La mère n'est pas contre. Je lui dis il n'y a aucun problème. Je lui dis oui, non, enfin, oui, il y a un petit problème. C'est que tous les soirs, elle vient à la sortie de l'école pour voir son gosse. Je lui dis où est le problème? Elle lui offre, elle parle avec lui. Où est le problème? Elle lui offre une chocolatine. Bon, je lui dis écoutez, peut-être lui amener un croissant de temps en temps plutôt qu'une chocolatine. Ça, c'est du mauvais humour. Et après, elle le raccompagne. Alors moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent, elle le raccompagne chez elle. Et je dis, non, elle le raccompagne au foyer. Mais je dis, oui, le problème. Il dit, monsieur le juge, c'est à moi de faire tout ça. Je dis, non, monsieur, vous devez accompagner les parents dans l'exercice des moyens d'autorité, des moyens de responsabilité, pour reprendre ma terminologie, d'autorité parentale. Si vous l'empêchez de venir le soir à l'école, si vous l'empêchez d'interroger son gosse sur ce qui s'est passé à l'école, si vous l'empêchez, et est-ce que vous comprenez, à vous, à 30 balais qui n'avez pas de gosse, ce que ça veut dire pour une mère de famille, tous les soirs, de raccompagner son gosse au foyer et non pas à la maison? Vous n'avez rien compris au film. Ben, si demain, les départements abusent, si les juges ne refusent pas de déléguer par facilité, hein, c'est tellement facile. Allez, qu'est-ce que tu veux? Alors que nous, avec la loi de 2007, et je me revois encore l'appliquer, un secrétaire me dit il faudrait que vous donniez une autorisation d'opérer. Je lui dis mais attends, quel jour? À quel endroit? Jambe gauche ou jambe droite? Parce qu'il ne faut pas se tromper. En d'autres termes, je donne une autorisation ponctuelle après avoir vérifié que les parents sollicités n'ont pas répondu ou ont mal répondu à la question qui était posée. Mais encore faut-il qu'on leur pose la question. Demain, ça va être la facilité. J'inscris le gosse à telle école, j'inscris ceci, et après, mais on revient au temps jadis. Les plus anciens de la salle le savent. On confiait les enfants à des agences qui étaient à 300 ou 400 km de Paris. Comment vous après, on disait aux parents, vous n'exercez pas votre droit de visite. Je n'ai pas de voiture, moi, il n'y a pas d'autoroute à l'époque. À Auxerre, il n'y a pas d'autoroute pour y aller. Puis moi, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de quoi prendre le métro. Madame, vous n'exercez pas votre autorité. Monsieur le juge, le gosse, il est bien là où il est. Il est inscrit au club de football, il fait du cheval, il va à l'école. Et sa mère ne s'occupe pas de lui. Vous voyez, ce que je suis en train de vous démontrer, excusez-moi, je suis allé très très loin sur la question, c'est que l'essentiel de votre mission, c'est de travailler sur le lien. Donc, il faut créer les conditions pour que ce lien ne se casse pas. Maintenant, de temps en temps, il faut savoir aussi rompre le lien, soit le lien physique, un enfant est en danger chez lui, et il y a des parents qui sont dangereux pour les gosses, pas seulement dangereux au sens physique du terme, qui sont pervers. Et parfois, il faut même aller plus loin, il faut rompre l'autorité le lien parent-enfant, oui, mais c'est epsilon. Excusez-moi, je suis allé très très loin. Merci. Monsieur Rosenbeck, j'aurais une question du chat de monsieur Jacques Bergeret, qui est du CNES Grand Est, et qui dit ceci: la prévention est négligée et de moins en moins attractive pour les étudiants éducateurs spécialisés, qui entendent très peu de parler de la prévention spécialisée et qui n'ont a priori peu ou pas de financement pour faire des stages dans ce milieu. Il vous pose cette question: selon vous, quelle évolution possible de la prévention spécialisée au regard des redéfinitions de la protection de l'enfant? Alors, je vais répondre avec un brin d'humour, puis après sérieusement. Si j'avais été président de la République, où j'avais eu les responsabilités, après les attentats de 2015-2016, j'aurais proposé un plan Marshall sur la prévention spécialisée. Quand vous avez une partie minoritaire du pays, mais une petite partie des enfants de France qui conchient la République et qui peuvent dire, vu de leur regard, ils ont raison, que liberté, égalité, fraternité, tout ça, c'est du flan.
Oui, c'est des utopies pour lesquelles un certain nombre de gens sont battus, ils sont morts, et puis ceux qui sont restés, ben, ils essaient de l'incarner au quotidien. Et quand vous leur montrez que c'est grâce effectivement à la laïcité qu'il n'y a plus de guerre de religion, pour eux, la laïcité, c'est, comment dire, c'est une atteinte à leur liberté. La hiérarchie des normes, hein, c'est le débat qu'on a avec l'Église catholique, à qui on essaie de faire comprendre que le droit canon est sous le droit civil. Vous voyez, il n'y a pas que les musulmans de France qui ont quelques problèmes du rapport à la légalité. Donc, je disais qu'en 2015-2017, quand on voyait les départements se désengager, notamment pas seulement, mais notamment pour des raisons financières, de la prévention spécialisée, il aurait fallu au contraire que la République envoie ses fantassins. Les fantassins d'aujourd'hui, ce sont les travailleurs sociaux. Dont jadis, c'était les enseignants, aujourd'hui, ce sont les travailleurs sociaux. Les envoyer au contact de ces jeunes et pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, plus, labourer le terrain pour quelque part faire en sorte que certains ne basculent pas. Donc, c'est vers, en l'espèce, non pas la radicalité, parce que je conteste le mot radicalisation. Moi, je suis un radical. Je suis peut-être socialiste en plus, les radicaux socialistes. Donc, moi, je suis un radical. L'embrigadement, ce n'est pas la même chose. Bon, donc je pense qu'il aurait fallu parler de jeunes embrigadés. Donc, je pense qu'il fallait renforcer ça. On ne l'a pas fait. Voire même, on a créé un élément qui est la réserve de l'éducation nationale, où on a mobilisé, peut-être dans la salle, il y en a certains, j'en suis, puisque je préside l'association des réservistes de l'éducation nationale. Donc, on a été un certain nombre à s'engager pour aller parler à la République avec des jeunes, c'est-à-dire pour oser aborder avec eux des sujets qui fâchent. Bien, ce gouvernement-ci a mis fin quasiment à la démarche précédente. Donc là encore, de gauche comme de droite, ils ont le nez au guidon, ils n'ont pas de perspective. Il faudrait effectivement renforcer ce dispositif. Ben, ça passe par une volonté politique, l'affichage, des missions, qu'est-ce qu'on attend de vous? Et les missions, c'est grosso modo, pas seulement d'aider un gosse en danger pour qu'il ne bascule pas comme délinquant, mais faire en sorte qu'il n'y ait pas de délinquance. C'est s'attaquer à ce qu'on appelle la primo-délinquance. On a un objectif, faire qu'un jeune qui est délinquant un jour ne soit pas délinquant toujours, mais on a un deuxième objectif, c'est de faire en sorte qu'un jeune qui n'est pas délinquant ne le soit jamais. Il faut faire les deux en même temps. Bon. Alors déjà, on ne fait pas bien l'un et on oublie de faire l'autre. Voilà. Alors ça passe pour répondre à la question posée par monsieur, par un énoncé d'un objectif politique et les moyens qui vont derrière, le statut, la rémunération, la reconnaissance. C'est le micro-problème du débat général sur l'action sociale. Dans ce pays n'est pas du tout conscient du rôle que les travailleurs sociaux ont joué pendant la pandémie et jouent d'une manière générale. Mais même à Lourdes, moi je dis ça en plaisantant, parce que je pense que ce n'est pas la plaisanterie qu'on peut faire. Je dis même à Lourdes, le juge pour enfants, en apposant ses mains sur le front du gamin, tu ne seras plus délinquant, il n'y arrive pas. Hein. Même avec Bernadette derrière. Il faut qu'ils mettent des travailleurs sociaux, avec pour objectif sur la durée de changer le cours de la vie. Eh bien, les clubs et équipes de prévention, avec la version moderne des choses, hein, les jeunes, ils sont plus dans les caves, ils sont sur les réseaux. Mais je pense que dans la salle, certains d'entre vous sont concernés ou président des associations. Avec Guy, l'association que nous, on anime, on a des éducateurs de prévention spécialisés qui sont sur les réseaux sociaux. Ils ne sont plus dans les caves, enfin, pas seulement dans les caves. Donc, il faut une version moderne des équipes. Mais il faut que des adultes matures et responsables aillent au contact des jeunes qui sont en voie de basculement quand les parents ou les personnes en situation de responsabilité, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, sont défaillants. Et pour le faire, encore faut-il que ceux qui nous gouvernent en soient conscients. Et malheureusement, ceux qui nous gouvernent n'en sont pas conscients. Je rappelle, hein, c'est une précaution à toi, en plus on est en période électorale, que ce n'est pas un problème de gauche, de droite, du milieu, c'est malheureusement... et j'ajoute toujours, ceux qui nous gouvernent, ils sont à notre image. Donc avant de les critiquer, il faut se critiquer. Moi je dis souvent, tu n'as pas été suffisamment bon. Si tu avais été meilleur, tu les aurais convaincus. Bonjour. On avait évoqué la justice restaurative un peu plus tôt ce matin et je voulais savoir ce que vous pensiez éventuellement de l'appliquer en matière d'inceste ou de violence intrafamiliale. Voilà. Une deuxième question devant. Oui, moi, ma question, c'est, je suis d'accord avec vous sur le constat que vous faites sur l'incompréhension des politiques sur les phénomènes. Et justement, alors mon hypothèse, moi, c'est que nous-mêmes, enfin les adultes aujourd'hui, les décideurs, les travailleurs sociaux, les politiques, enfin les adultes, hein, nous sommes tous des adultes, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire on n'analyse pas les phénomènes
tel celui dont vous avez parlé longuement et avec beaucoup de justesse, par exemple la délinquance infantile. On ne le comprend pas et il me semble que le travail social, il s'est fondé sur à la fois la compréhension de certains phénomènes, par exemple le travail des femmes en usine, je ne sais pas, la paupérisation, je ne sais pas quoi, et la mise en œuvre du travail social. Aujourd'hui, il y a un voile de compréhension. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que vous venez de dire que vous vous impliquez dans cette incompréhension. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux comprendre ce qui se passe? Moi, je pense que c'est ça la question qui doit nous rassembler aujourd'hui. On va prendre une dernière question. Oui, ça va être une question qui est un petit peu complémentaire sur la notion d'inceste et la problématique de l'inceste. J'ai travaillé pendant 2 ans, moi, dans la seule structure en France qui accueille des jeunes filles victimes d'inceste, donc qui est basée sur Agen. Vous le disiez tout au début, il y a 10% de Français qui ont été victimes d'inceste. Il y a une structure en France qui accueille 22 jeunes filles victimes d'inceste, donc d'agression sexuelle intrafamiliale, et les agresseurs ne sont pas pris en compte. Donc, expliquer un petit peu cette ambivalence entre les données statistiques nationales et après les moyens qui sont mis sur un point de vue local et sur des thématiques qui sont quand même au cœur du mandat politique à ce jour. Pour répondre à madame, d'abord, je ne suis pas capable de répondre à la question que vous posez. En plus, je ne suis pas légitime. Je peux l'être comme citoyen, comme vous. On se met autour d'une table, chacun vu de son côté, parlant de là où il est, citoyen professionnel, citoyen militant, citoyen ceci, etc., etc. Et on essaye effectivement de mettre à jour la grille d'interprétation des souffrances, des difficultés que rencontrent certains groupes, certaines personnes. Et on modernise cette approche. Mais à titre personnel, je ne peux pas. Et en plus, je n'ai plus la pratique professionnelle que j'avais. À une certaine époque, et ça c'est la chance que vous avez, j'aimerais bien avoir 20 ans de moins, à partir du tribunal, c'était un lieu de révélation extraordinaire des dysfonctionnements sociaux. Je l'ai vu en Seine-Saint-Denis notamment, de la délinquance aux mineurs étrangers isolés. Je n'en ai pas parlé, mais j'aurais pu vous faire 3 quarts d'heure sur les mineurs étrangers isolés, et notamment vous restituer l'histoire et vous illustrer le propos sur la responsabilité de l'État à travers la question des mineurs étrangers isolés. Donc, à partir du lieu d'observation tribunal, je pouvais voir des choses. Mais une partie des choses, celui qui est dans le quartier, il en voit d'autres, l'enseignant, il en voit d'autres, etc. Donc, il faut qu'on arrive à se créer demain, à créer demain des lieux, des instances dans lesquelles on puisse échanger. Identifier collectivement les problèmes, évaluer les instruments dont on dispose, voir les instruments dont on pourrait disposer, prendre un centre d'engagement, etc. C'est ce qu'on avait voulu faire en créant le Conseil national de la protection de l'enfance à partir de 2017. On a réussi à le sauver, là. Le ministre voulait le supprimer, mais on a réussi à le sauver. Et demain va se mettre en place, au plan départemental, un conseil entre l'État et les services préfectoraux, le département et les structures associatives. Et c'est dans ce lieu-là, proche des territoires, où devraient émerger les réponses aux questions que vous posez. Bon, j'espère. Maintenant, je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Pour répondre à la question, la double entrée sur l'inceste, je ne vais pas aller très très loin, mais à la fois ça illustre le propos que je tenais tout à l'heure et on y retrouve les difficultés de l'exercice. Oui, il y a un fossé entre les réponses qui existent et l'ampleur du problème. Une institution à 12 places et 5,5 millions de personnes, même s'il y a d'autres institutions qui peuvent être exercées. Ceci dit, est-ce qu'il faut répondre aux problématiques des mineurs incestués, ou incestés, je ne sais pas comment il faut dire, par une réponse institutionnelle? C'est la réponse classique. Chaque fois qu'il y a un problème, on crée des murs. Moi, je pense qu'il faut aller vers. La première libre opinion que je n'ai jamais signée, c'est préférer les hommes aux murs. Je combattais à l'époque les maisons de correction qui sont devenues les centres éducatifs fermés. Donc, ce que je suis en train de dire à votre question, le cœur de votre question, je l'aborde, enfin, je l'accepte. On n'est pas suffisamment mobilisé pour apporter en nombre et en qualité des réponses à quelque chose qui maintenant est évident et massif et sur lequel on ne peut pas revenir. On ne peut pas dire « je ne savais pas ». Ils existent. Est-ce que ça passe par des réponses institutionnelles? Je n'en suis pas convaincu. Ça passe par des équipes dédiées? Oui, parce qu'il y a une spécificité
de ce qu'est l'inceste et des réponses qu'il faut y apporter. Et là, je rejoins la question qui était posée par Madame, sinon j'enlevais mes lunettes, qui était posée par Madame sur la justice restaurative, qui, a priori, apparaît comme totalement, j'allais dire, hors propos par rapport à quelqu'un qui a violenté, parce que moi, je ne parle pas d'abus. Au passage, ne parlez jamais d'abus sexuels, parlez de violence sexuelle. Abus sexuel, c'est une traduction trop libre de child abuse, l'expression anglaise. En français, abuser, ça veut dire qu'on a usé de trop d'un droit. Moi, je dis qu'il n'y a pas le droit. Donc, on va abuser de quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Pour moi, les relations sexuelles entre un adulte et un enfant, c'est des violences. Alors, qui ont certaines caractéristiques, par un étranger de la famille, par un membre de la famille, par quelqu'un avec une différence d'âge, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les circonstances aggravantes de la violence. Mais ce n'est pas un abus. Alors, effectivement, le premier réflexe, c'est de dire, ces gens, ils ne méritent qu'une chose, la tôle, la répression, la peine de mort, si vous voulez, mais on ne l'applique plus. Bon, on pourrait l'appliquer par la castration. C'est le débat sur la castration qu'on n'a pas encore véritablement abordé. Moi, je pense qu'il faut l'aborder. Et je vous invite, malheureusement, je n'arrive pas à retrouver les références, à voir un film que j'ai vu il y a une dizaine d'années sur LCP, de 4 types qui étaient interviewés et qui étaient des agresseurs sexuels, et qui, effectivement, demandaient à la société de les aider à contenir les pulsions qui étaient les leurs. Et l'un d'entre eux disait, je suis allé au commissariat parce que je me voyais en train d'agresser quelqu'un, et les policiers m'ont dit, revenez quand vous aurez agressé. Ah, ça venait à dire ça. On ne peut rien faire, monsieur, vous n'avez rien fait. Mais justement, et c'est là où, effectivement, j'espère que demain, la réflexion sur l'inceste amènera à mettre en place des équipes, des personnes qui seront capables d'entendre que la personne qui passe à l'acte, je ne dis pas tous, il faut se garder de dire tous et toujours, mais que parmi ceux-là, un certain nombre de ces personnes sont malades, sont conscientes d'être malades, demandent de l'aide. Pour un certain nombre d'entre eux, il faudra mettre en place cette réponse, et cette réponse n'existe pas. Pour d'autres, qui peuvent aussi avoir des éléments bien plus importants de dangerosité, c'est la privation de liberté qui doit être utile. Alors, pour rejoindre la question qui était posée, et la privation de liberté, ce n'est pas seulement, au passage, mettre quelqu'un à l'écart pour qu'il ne réitère pas, c'est aussi rétribuer. On est dans une justice rétributive. Donc, rétribuer le prix du passage à l'acte. Tu as fait quelque chose de grave, tu dois payer chèrement. Alors, c'est là où on arrive au cœur du débat sur la justice restaurative. Et on avait à un moment donné préparé avec Coutenceau, avec Daniel Lecrubier, avec quelques autres qui étaient magistrats, qui étaient psychiatres, une libre opinion sur le thème « À quoi sert-il de maintenir en détention provisoire des pères incestueux quand leur privation de liberté ne gère rien ?» Bien sûr, elle nous satisfait sur la morale. Celui qui est en prison est puni. Mais ça ne résout pas le problème de la gamine qui est victime d'inceste et de la famille. Et Coutenceau nous disant, je me souviens de ce qu'il nous dit, il n'y a pas 1% de cas de réitération d'un parent incestueux lorsque l'inceste a été connu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Coutenceau, je n'ai pas la preuve de ce qu'il dit. Mais si ce n'est pas 1%, c'est 2%, en tout cas, ce n'est pas ça. En d'autres termes, il n'y a pas de dangerosité de réitération. Et effectivement, peut-être parce qu'il n'y a pas de danger de réitération dès lors que les faits sont connus. Dès lors que les faits sont connus, c'est la clé du raisonnement. Peut-être pourrait-on aller vers la justice restaurative. C'est-à-dire un dialogue entre celui qui a été acteur et celui qui a été victime de l'acte. J'y avec une très grande prudence, si vous le voulez. C'est ce qu'on essaye de promouvoir, ce qu'on a essayé de promouvoir, pardon, et ce que ceux qui poursuivent le travail font actuellement, en termes de service après-vente de la commission Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Église. Ce que nous disaient nombre de gens que nous avons auditionnés, ce n'est pas je souhaite la condamnation de celui qui m'a agressé, parfois il est mort, non, et parfois il ne l'est pas. Ce que je souhaite, c'est que lui ou l'institution reconnaisse que j'ai été victime, que je n'ai pas menti, et, j'allais dire, me permettre de réexister comme personne en reconnaissant que j'ai été victime de cette agression-là. C'est soit lui, soit l'institution auquel il appartenait. Non pas des excuses, Ils demandent qu'on leur donne acte que ce qu'ils ont dit était la vérité et que c'était illégitime. Certains disent, et pourquoi pas,
m'indemniser financièrement, ne fût-ce que pour me payer la psychothérapie que j'ai dû payer pendant des années, des années. D'autres disant pour faire un grand voyage, enfin, peu importe. Donc, ce que les gens qui ont été victimes demandent, c'est quelque part d'être restaurés. On retrouve le concept de justice restaurative. Ça nous renvoie à la grande question, vous êtes magistrat, il y en a peut-être d'autres dans la salle, la manière dont la justice traite les victimes en France, on a progressé, mais enfin, on est quand même très héritier de la royauté, du combat du roi pour instaurer son pouvoir contre ses vassaux. Hein? C'est moi désormais qui vais battre justice. La justice est devenue publique. Elle est devenue tellement publique que la victime a été exclue du procès. Je prends une illustration très concrète. À Bobigny, deuxième tribunal de France, inauguré par Jacques Chirac en son temps, il n'y avait même pas de place qui avait été prévue pour les victimes. Je le sais, je faisais la correctionnelle et j'ai été victime. On a mis 2 sièges en bois. Les victimes qui se mettent sur je l'ai fait, je l'ai vécu. On a vraiment le sentiment de s'être invité chez quelqu'un. On n'est pas chez soi. Même l'architecte et les magistrats qui ont commandé à l'architecte n'ont pas prévu de place pour les victimes. Ils ont prévu une place pour l'avocat de la victime, mais pas pour la victime. Donc on revient, et vous le savez tous comment ça se passe. Madame, vous venez à l'audience, qu'est-ce que vous avez vécu? Les avocats qui posent des questions très très dures, et c'est leur boulot. Vous vous constituez partie civile? La dame dit, mais parlez français, monsieur le président, je ne comprends pas. Vous demandez quelque chose. Pourquoi vous êtes venu? Parce que vous m'avez envoyé un papier pour me dire, il n'y a pas de citation, c'est parce que vous m'avez dit de venir. Donc, on la presse, et après, on lui dit, allez vous installer. Et quasiment au fond de la salle, comme c'est souvent. Et la victime a le sentiment qu'elle n'existe pas. Alors, le procès n'est pas fait pour la victime, mais le procès est aussi fait pour la victime. Alors, attention, je vais être très politique. Il ne faut pas conditionner les mesures pénales prises à la posture de la victime. Mais le minimum, c'est quand on libère un agresseur sexuel, on l'empêche d'aller s'installer dans le quartier de la personne qui l'a agressé. Ou au moins, on informe cette personne. Et ça a été fait seulement dans les années qui viennent de s'écouler. Vous voyez qu'on vient de très loin. Voilà. Donc, conclusion de ma conclusion, je pense que la justice restaurative peut avoir un rôle à jouer. Il faut la travailler. Mais je vais prendre un peu de recul par rapport à tout ce que je dis. Faisons gaffe à tous les gens qui font un voyage au Québec tous les ans et qui reviennent avec un concept nouveau, quoi. Et bon, ça se réfléchit, quoi. Ça se réfléchit, ça se prépare. Les Québécois, je présidais l'Institut de l'enfance, droit de l'enfant, le BID, voilà, le Bureau international droit de l'enfant à Montréal. J'adore les Québécois. Mais bon, si on leur pique des idées, on les digère, on les réfléchit et on les décline. Voilà, la justice restaurative, il y a 20 ans, c'était inimaginable en France. Inimaginable de mettre la victime au contact. Moi, j'ai été formé à cette école-là. Hein. Il faut cloisonner victime et auteur. Et aujourd'hui, l'intérêt de la victime, c'est effectivement qu'elle puisse être prise en compte par son agresseur. J'ai compris, j'évacue. Un très grand merci à M. Rosenberg.